Donc, je vous informe que ce webinaire sera enregistré. Nous allons donc commencer par une introduction. Je suis Fabien Michel, je suis membre de USF Pays de la Loire. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter avec nos intervenants un webinaire sur l'hydrogène avec les thématiques de l'emploi et la notion de territoire industriel dans le Grand Ouest. Quelques mots sur IESF pour commencer. Donc, IESF est une association qui regroupe des ingénieurs et des scientifiques et qui vise à apporter le message et faire reconnaître le rôle des ingénieurs et des scientifiques dans la société française. Nous avons différentes actions au sein de IESF Pays de la Loire avec, comme vous pouvez voir sur notre site et sur la présentation, donc représentant IESF dans la région Pays de la Loire. Les thèmes qui nous sont chers sont à la fois la promotion des métiers d'ingénieurs et de scientifiques avec des actions dans les collèges et les lycées et d'organiser au moins une fois par an lors de la Journée nationale de l'ingénieur, qui est le 4 mars, des webinaires ou des conférences thématiques sur des sujets de société avec un fort contenu technique et technologique. Le IESF, c'est aussi l'enquête nationale qui permet de connaître la position et les salaires et les rôles et jobs qui sont obtenus par les ingénieurs en France. Et c'est aussi le répertoire des ingénieurs avec un numéro. Si vous êtes ingénieur ou si vous voulez vérifier si quelqu'un est ingénieur, vous pouvez le vérifier dans la base de données qui est tenue par IESF. Nous avons en Pays de la Loire des actions concrètes sur le terrain en présentation donc, auprès des collèges et des lycées et dans le cadre d'une convention qui est avec le rectorat. Nous participons aussi à différents événements comme par exemple les salons virtuels, donc Studirama, la présence dans l'Orientibus et des projets différents donc, de speed dating, des rencontres et des films filières et métiers. Vis-à-vis de la Journée nationale des ingénieurs, donc c'est une journée qui est organisée depuis 8 ans. Les derniers thèmes étaient sur les drones, sur les terres rares, mais il y avait aussi des présentations sur le bois, le cœur artificiel. Et aujourd'hui, dans la continuité de cette GNI, nous organisons ce webinaire avec les acteurs du territoire sur l'hydrogène. Il y aura probablement d'autres webinaires ou conférences qui seront organisées à la rentrée en fonction de la situation sanitaire, sur des sujets de société, technologiques et en lien avec les acteurs du Grand Ouest. Je tiens à remercier pour ce webinaire nos intervenants qui vont pouvoir se présenter juste après, ainsi que les membres d'IESF Pays de la Loire et associés qui ont aidé à la réalisation de ce webinaire, en particulier Célia Geffard, qui est parmi nous et qui a contribué à cette organisation et qui par ailleurs anime les sessions Travailler et entreprendre dans l'Ouest avec d'autres réseaux autour de Nantes et des Pays de la Loire. Pour commencer, je vais donc vous rappeler un peu l'organisation de ce webinaire. Chaque intervenant va pouvoir présenter sur un pitch de 5 à 10 minutes avec ses slides la présentation de son activité et en particulier dans l'hydrogène en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Et puis ensuite, on se donnera un peu plus de temps, à peu près une demi-heure, pour que par groupe thématique, donc il y aura trois groupes thématiques, les participants de ce webinaire pourront poser des questions directement aux intervenants. Et donc, il y aura un groupe animé par H2X Écosystème, un autre avec le projet H2 Loire-Vallée, donc par EDF et Man Energy Solutions, et un autre groupe qui sera animé par Manitou, Life et Charrier sur la solution hydrogène pour l'alimentation des engins de chantier. Je vais donc céder la parole à Emeline Drouet de GRT Gaz pour la présentation. Emeline, c'est à toi. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous visualisez bien une slide sur la dorsale hydrogène européenne? C'est parfait ici.
C'est bon. Donc, bonjour à tous, Émilie Drouet. Donc, moi, je suis chargée de mission de transition énergétique sur la délégation territoriale centre-atlantique, autrement dit le Grand Ouest, au sein de GRT Gaz. Et je vous propose de passer en revue. Donc, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas GRT Gaz, on est donc gestionnaire de réseau de transport de gaz. Le territoire français étant réparti entre deux gestionnaires de réseau au sud-ouest Terega et pour le reste du territoire français GRT Gaz. Nous ne sommes pas des distributeurs. Vous devez peut-être, du grand public est plus connu GRDF, qui constitue la distribution, autrement dit les départementales, tandis que question transport, on représenterait plutôt les autoroutes du gaz. Je vous propose maintenant du coup d'aborder la question de l'hydrogène. GRT Gaz prépare l'adaptation de ces réseaux pour accueillir de l'hydrogène pur en son réseau. Donc déjà depuis plusieurs années, des travaux de R&D sont enclenchés pour accueillir l'hydrogène. Et je vous propose ici, dans un premier temps, avant de cibler sur l'enjeu des Pays de la Loire, une vision qui est partagée par l'ensemble des gestionnaires de réseaux de transport européens, vision donc de ce que pourrait être le réseau d'hydrogène à l'horizon 2035-2040, tenant compte des tendances, tenant compte des analyses, des évolutions que pourront connaître les infrastructures et donc au gré d'informations collectées par l'ensemble des gestionnaires de réseaux de transport européens. Donc c'est une vision, ça n'est pas un plan d'investissement, c'est une vision qui repose sur des informations collectées aussi bien en termes de demande de consommation que de production. C'est amené à évoluer, j'y reviendrai par la suite parce que j'évoquerai la consultation publique l'hydrogène qui vise à collecter justement les attentes et besoins de tous les acteurs du marché de l'hydrogène. Mais néanmoins, ça permet de positionner les grands enjeux qui sont aujourd'hui captés par les gestionnaires de réseaux de transport. Donc, comme vous pouvez le voir, le réseau ici présenté dessert l'ensemble de l'Europe. On est sur une prévision de 40 000 km dès 2040 qui desservirait 19 pays de l'Union européenne ainsi que le Royaume-Uni et la Suisse. Donc, ce qui apportera les Pays de la Loire, c'est qu'on peut voir qu'on prévoit un raccordement de Nantes-Saint-Nazaire à destination, donc en orientation vers Paris. J'y reviendrai sur les demandes et faisceaux convergents qui ont amené à projeter cette vision concernant Nantes-Saint-Nazaire. Petite information sur comment sera constitué ce réseau d'hydrogène pur. D'après les premières analyses et dimensionnements des coûts donc, qui ont pu être partagés au travers de 3 rapports qui sont disponibles sur le lien que je vous ai mis au-dessus de la cartographie. N'hésitez pas, tout ce que je vous dis est publié sur ce lien et très largement développé au-delà de ce que je pourrais vous dire ce soir. Donc, à noter que le réseau d'hydrogène européen serait constitué d'une reconversion des canalisations existantes de gaz naturel à hauteur de 70%. Les premiers dimensionnements de coûts montent à un coût de transport compétitif. Excusez-moi, j'ai été perturbée, j'ai cru que c'était mes propres enfants qui prenaient la parole. Si vous pouviez couper l'ensemble des micros, s'il vous plaît. Merci de couper les micros, s'il vous plaît. Donc, au sujet du dimensionnement des coûts, oui, on est sur une évaluation des coûts comprise entre 11 centimes d'euros et 21 centimes d'euros le kilogramme d'hydrogène transporté sur 1000 km. Donc, on est sur un prix de transport plutôt compétitif qui viendrait, donc, qui serait compétitif par rapport au transport par voie maritime ou indirectement par ligne électrique. Donc voilà pour le réseau européen. Si on focalise sur les enjeux qui ont conduit à prévoir une artère desservant Nantes-Saint-Nazaire, on ne voit plus mon titre. Là, je vous ai représenté une cartographie des potentiels power to gas issus de l'étude ADEME Solagro publiée en 2017. Et comme vous pouvez le voir,
les régions du Grand Ouest et notamment les Pays de la Loire apparaissent comme des régions présentant des hauts potentiels d'âge de verre, donc à savoir produits par power to gas, autrement dit par électrolyse et issus de sources ENR terrestres. Et je vous ai également représenté un arc là, sur la façade atlantique représentant le potentiel d'éolien offshore, donc susceptible de représenter un gisement important pour la production de l'hydrogène vert. Donc on constate que la région Pays de la Loire est une région présentant un haut potentiel d'hydrogène vert. Donc c'est une des spécificités des régions, c'est une des spécificités des régions du Grand Ouest, c'est qu'on y mesure on y capte aujourd'hui des usages peut-être limités en comparaison avec les usages du nord de la France ou de la vallée du Rhône. En revanche, en termes de production d'hydrogène vert, on voit des potentiels importants. D'où l'importance pour nous d'anticiper le déploiement d'une infrastructure gazière pour pour permettre la maximisation, l'intégration maximum de ce potentiel d'hydrogène vert. Donc pour le moment, il s'agit d'une vision, comme je l'évoquais, et non pas d'un plan d'investissement. Cette vision mérite d'être confrontée avec des données réelles. Donc c'est pourquoi GRT Gaz a lancé depuis le 1er juin une consultation publique qui vise à collecter les attentes et besoins des différents acteurs de l'hydrogène de façon à consolider la vision et proposer une planification d'ici la fin de l'année, une planification des réseaux tenant compte de données réelles. Donc, pour ce faire, on invite l'ensemble des acteurs du marché à répondre au questionnaire qui est disponible en ligne et à manifester soit leur projet en prévision, soit leurs besoins, de façon à consolider notre vision. Donc, si jamais les projets, petite précision, on est habitué à collecter des données confidentielles et chaque acteur manifestant ses projets a la garantie d'avoir une confidentialité assurée, mais voilà, d'avoir en revanche une proposition de planification prenant en compte ces trajectoires de développement. C'est la première consultation nationale. On prévoit d'autres consultations de façon à capter au fil de l'eau les projets émergents, à savoir soit sur un cycle annuel ou biannuel. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question et que j'ai épuisé le temps imparti. Donc, je passe la main. Je suis désolée, je ne serai pas présente pour l'atelier pour les questions. Donc, je ne sais pas si vous prévoyez un temps rapide de questions. Oui, Emeline, merci pour l'intervention. On a eu quelques questions. Alors, on va peut-être les cibler un petit peu plus sur celles qui sont plus dans le domaine GRT. Une première question de mon côté. Donc, il y aura d'autres consultations. Est-ce qu'il y aura des restitutions publiques pour comprendre comment est perçu le potentiel en Pays de la Loire et dans le Grand Ouest en général sur le développement de l'hydrogène? Quelles sont les dates à peu près sur ces éléments? On prévoit un rapport intermédiaire, on l'espère, en septembre. Quoi qu'il arrive, on prévoit une restitution publique et un rapport pour la fin d'année. D'accord. Et ça sera disponible sur les supports de communication de GRT et de l'ensemble des partenaires? Exactement. Et sachant qu'on propose aussi aux besoins des restitutions, des ateliers, si la demande est conséquente. On ne pourra pas répondre à tous les ateliers à l'échelle nationale, mais en Pays de la Loire, notamment lié à l'enjeu de la zone industrielle portuaire de Montoire, on se tient disponible pour un atelier de restitution, tout en sachant qu'on essaye aussi de le phaser avec l'étude hydrogène portée par le Grand Port, donc ça peut être aussi à cette occasion-là. D'accord. Quelques questions très rapidement sur l'hydrogène. Donc, il y avait une question sur l'hydrogène est-il plus dangereux à transporter que le gaz naturel? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, il y a un certain nombre de contraintes qui doivent être prises en compte et par rapport à notre métier historique qui est de transporter du gaz naturel, on a différents enjeux liés à la perméabilité de l'hydrogène qui
qui est supérieure et donc ça demande une vigilance sur la tenue de nos aciers et une révision éventuelle de nos plans de maintenance. On a également une distance d'effet qui peut varier. Donc, j'ai plus dangereux, je ne sais pas, mais nécessitant en tout cas une investigation de façon à mesurer le risque, à maîtriser le risque, comme c'est déjà le cas pour le méthane, on s'y prépare. Très bien. Je pense que sur les autres questions, on pourra y répondre avec les autres partenaires. Eh bien, Emeline, merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, on espère qu'il y aura beaucoup de réponses à cette consultation. On l'espère aussi. Merci à vous pour ce temps de parole. Bon webinaire. Merci, Emeline. Alors, je propose de passer à la présentation de notre deuxième intervenant. Ce sera donc Monsieur Stéphane Paul pour H2X Écosystème. Stéphane, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Bonsoir. Est-ce qu'on peut me laisser la main pour que je puisse partager mon écran du coup? Alors. Excusez-moi, je suis en train de parasiter. Alors, il faut que je remette. Je me tourne vers Stéphane Aubé. Je pense qu'il faut peut-être juste solliciter. Non, il faut juste Emeline raccroche, ouais. Ça ferme son partage. Alors, excusez-moi, parce que j'arrive pas à remettre la fenêtre en grand écran, donc j'ai pas toutes les... Ouais, je vais le faire. Hop, voilà. Excusez-moi. Ça doit être bon maintenant. Pas de problème. Ouais, c'est bon. Là, vous voyez un peu tout l'écran, c'est bon? C'est parfait. Bon, je vais présenter rapidement H2X. Donc, nous, on a deux volets. On a une partie qui est plutôt industrielle sur les produits que nous faisons. Donc, nous, on fait des piles à combustible aussi. On fait aussi des électrolyseurs. Et à partir des piles à combustible, on fait plusieurs solutions. Donc là, c'est une présentation, par exemple, de la pile à combustible qu'on fait de 5 kW, qui est plutôt destinée à des applications mobiles et statiques. Donc là, en particulier, la voiture qu'on fait avec Gazeltech, la voiture bleue, donc c'est une voiture hybride solaire hydrogène avec un châssis en composite. Celle-là, elle est plutôt destinée en fait à des applications dans les territoires pour la mobilité et la supply chain. Et à côté de ça, on travaille aussi sur des bateaux. Donc là, on a deux exemples. Un drone, qui est celui du haut, qu'on fait avec Robotics Industries. Et l'idée à chaque fois, c'est de mettre au fait des piles à combustible avec nos réservoirs pour alléger les véhicules et puis augmenter justement le rayon d'action. Et l'exemple qui est en bas à droite, c'est une société qui s'appelle City Progress qui intègre notre solution, où l'idée en fait, c'est d'être capable en fait, d'avoir une recharge rapide en fait, en hydrogène avec notre réservoir, et du coup surtout d'avoir une traçabilité aussi des consommations. Donc en fait, nous on a fait un réservoir, donc un petit réservoir amovible. Et la particularité du réservoir, c'est qu'il est connecté, donc ce qui permet d'avoir des informations de température, pression et géolocalisation, et donc de garantir aussi l'origine en fait, de l'hydrogène si on a de l'hydrogène vert. Ce qui fait que nous, quand on crée un écosystème, on trace systématiquement en fait, tous les électrons qui vont produire l'hydrogène et on va regarder comment est utilisé cet hydrogène justement pour travailler sur la fiscalité et donc aussi sur les compensations carbone. Donc ça, c'est un petit exemple. Et ça, ce réservoir-là, par exemple, qui est dans la voiture bleue Éole que nous faisons avec Gazeltech, donc qui permet d'avoir une grande autonomie pour le véhicule et une recharge rapide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau. Donc, ce qui permet aussi de travailler sur des modèles économiques où on est systématiquement off-grid sans passer par les réseaux. Et ça, c'est exactement ce que j'expliquerai après derrière dans les écosystèmes que nous créons dans les territoires. Et là, dernièrement, on a lancé en production un gros générateur électrique de 350 kW, donc qui préfigure en fait les générateurs de 1 méga, de 1,5 MW que nous allons faire avec. Et celui-là, il sort au mois d'octobre. Il va être utilisé avec les réseaux électriques, avec Enedis, et on va l'appliquer aussi dans des ports pour alimenter les bateaux directement. Et actuellement, on travaille avec des entreprises de l'agroalimentaire pour rendre autonomes des sites industriels directement en travaillant sur le reuse de l'eau. Ça, j'expliquerai dans les groupes de travail juste après. Donc ensuite, on a une autre particularité, c'est que nous, on crée de vrais écosystèmes. Donc nous, le principe des écosystèmes, c'est d'être capable de créer de la valeur dans les territoires et de s'arranger pour que la valeur reste sur le territoire. Donc ça, c'est les principes de l'économie symbiotique, où il faut être capable de maîtriser les flux physiques, les flux d'information et la gouvernance. Donc par exemple, ça, c'est ce qu'on fait dans l'agglomération
de Redon, donc qui va être étendu après sur 13 agglomérations. Donc on va passer de 60 000 à 500 000 habitants. Et nous, l'idée, c'est d'abord de répondre aux problématiques du territoire et d'être une vraie réponse, en fait, pas à la transition énergétique, qui est plutôt une façon de subir, mais plutôt dans la transformation énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut répondre aux problématiques de territoire, qui peuvent être, par exemple, la mobilité des personnes âgées, l'accès à l'emploi, ou la redynamisation des centres-villes. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, on dimensionne des flottes de véhicules et on crée de l'emploi, parce que les voitures sont soit avec des chauffeurs, soit en free-floating. Et du coup, la capsule permet de faire la recharge en fait, des voitures. Et les capsules, après, vont se réalimenter en hydrogène directement à l'électrolyseur qui est alimenté avec des ENR. Et si en plus, on peut faire du reuse de l'eau par rapport à l'eau, on essaie d'être le plus efficient possible. Donc ça, c'est pour la partie flux physique. Ensuite, nous, on a notre plateforme et nos applications en fait, qui permettent de gérer tous les flux logistiques ou les demandes de réservation de véhicules ou pour ouvrir la voiture et ainsi de suite. Donc, nous, on a 3 applications, une qui est plutôt destinée à la mobilité, une autre qui est destinée à la gestion complète de l'écosystème pour les territoires, pour maîtriser complètement tous les flux, et une troisième qui est plutôt dédiée en fait, aux industriels pour justement gérer la supply chain. Et après, on crée nos sociétés de territoire, où là, l'idée, c'est vraiment que la valeur reste sur le territoire. Donc, on est sur un modèle économique qui est à l'inverse en fait, de ce qu'on connaît depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui sont plutôt des modèles top-down, en fait, de ce qu'on connaît, donc qui ne permettent pas en fait, de faire une transition énergétique réelle. On est plutôt sur un modèle économique qui est bottom-up, parce que vu que l'hydrogène n'est pas une énergie, mais un gaz, c'est-à-dire qu'on peut très bien travailler sur l'autoconsommation à partir des ENR, et en ayant une gouvernance où on ouvre le capital, par exemple, aux acteurs réels de l'économie, là, ce sont eux, du coup, qui sont propriétaires de leur écosystème et qui vont faire l'hydrogène, l'oxygène, qui vont vendre, du coup, les gaz, et qui vont vendre après les solutions de mobilité et de supply chain. Et du coup, en faisant comme ça, on peut commencer à un coût de l'hydrogène qui est à peu près 10 € du kilo, qui permet après de le faire évoluer dans le temps et de descendre tranquillement vers les 6-5 € en fonction du prix de l'électricité. Et aujourd'hui, on a démontré qu'on pouvait descendre aussi à 1 € en fonction des solutions qu'on allait appliquer. Donc ça, c'est ce qu'on, du coup, là, c'est ce qu'on fait, par exemple, sur l'agglomération de Redon, où en fait, les bennes à ordures basculent à l'hydrogène, les cars scolaires aussi vont les dessus. Ce qui fait aussi que nous, on travaille sur le rétrofit de véhicules. C'est-à-dire on commence au pick-up. Là, actuellement, on travaille beaucoup avec les ports, justement, pour transformer tous les véhicules de manutention. Et l'idée, c'est justement de recréer des filières industrielles directement dans les territoires. Et après, on peut valoriser aussi l'oxygène, soit pour le traitement de l'eau, soit pour des applications dans l'agro, et également dans le médical. Là, par exemple, c'est ce qu'on fait actuellement là, sur différents ports, plutôt sur le Havre et sur Fécamp, où là, l'idée, justement, c'est de recréer complètement tout l'écosystème à partir des ENR. Et justement, l'idée, c'était de mettre les acteurs du territoire en priorité, comme ils sont. Enfin, il faut que ce soit le territoire et les acteurs économiques qui soient propriétaires dans leur écosystème et donc de la valeur, justement, qu'ils puissent en profiter. Et ça, c'est la partie R&D. Donc, on a plusieurs niveaux de R&D avec des TRL plus ou moins forts. Et ça, c'est une étude que nous faisons avec le CNRS et l'école de chimie de Rennes, où on développe en fait des électrodes imprimées 3D, donc pour développer un électrolyseur alcalin, où là, l'idée, c'est de récupérer en fait les effluents issus soit du monde de l'agriculture ou de l'agroalimentaire pour produire de l'hydrogène directement, en essayant le plus possible de casser les prix. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. On en reparlera après s'il faut. Merci Stéphane. Non, c'est parfait pour le timing, on est bien. Il y a eu pas mal de questions. Je vous propose de les garder pour y répondre peut-être un peu plus dans le cadre des ateliers, puisqu'on aura un petit peu plus le temps par rapport à ces ateliers. Ce sera un peu l'objectif et puis pour rentrer en session. Merci beaucoup Stéphane. Et alors, je vais donner la parole à Arnaud Souillet d'EDF et également peut-être Jacques Perret de Man Energy Service. Man Energy Solutions, oui. Energy Solutions. Bonjour. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Bonsoir Arnaud. C'est moi qui vais partager l'écran. Je ne sais pas si j'ai la main. Oui, je vais commencer. Ça va être une présentation à 2 voix. Je vais prendre la première partie qui est sur la description de l'approche du projet et puis Jacques complétera sur où on en est aujourd'hui, les usages qu'on est en train de développer et puis notre feuille de route.
pour commencer, donc Arnaud Souillet, moi je suis chargé de mission à la délégation régionale EDF au Pays de la Loire, je suis basé à Nantes. Et donc le EDF est partenaire de ce projet, un des partenaires de ce projet H2 Loire-Vallée. Alors l'objectif du projet, il est écrit ici, c'est d'accompagner le développement de l'hydrogène comme vecteur de décarbonation des mobilités dans les l'estuaire de la Loire. Donc aujourd'hui, en fait, on considère que l'hydrogène, c'est un vecteur de décarbonation. Et un des usages principaux, au-delà des usages industriels qui existent aujourd'hui, c'est les mobilités. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et donc, dans le cadre de ce projet, on tend à justement accompagner les acteurs qui souhaiteraient convertir une partie de leur flotte. Jacques, tu peux passer au suivant. Donc, ce qui nous anime, in fine, c'est de contribuer, parce qu'on n'est bien sûr pas les seuls, mais de contribuer à la création d'une filière hydrogène bas carbone et renouvelable ici, dans la région, sur l'estuaire, je vous disais, et avec deux piliers finalement qui sont interdépendants l'un et l'autre. Alors, d'une part, c'est effectivement l'accompagnement des usages. Donc, on parlait de mobilité, on va être sur tous les types de mobilité, que ce soit les mobilités terrestres qui sont aujourd'hui les plus matures, mais également les mobilités maritimes et fluviales, qui sont aujourd'hui encore en cours de développement et qui ont besoin encore de lever un certain nombre de verrous technologiques. On y reviendra un peu plus après. Donc ça, c'est le premier pilier. Et puis le second, finalement, c'est le développement d'une infrastructure de production et de distribution d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables au plus près de ces usages, donc dans l'estuaire de la Loire, qui est encore une fois notre terrain de jeu. Jacques, tu peux passer au slide suivant. Merci. Alors, toujours dans l'approche de ce projet, on est un projet de territoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cible vraiment ce secteur géographique qui est l'estuaire, avec des partenaires qui sont implantés sur le territoire et engagés sur ce territoire-là. On reviendra sur la liste des partenaires ensuite. On est inscrit dans le pacte de Cordemais, de transition écologique de la centrale de Cordemais. Et puis, on est un des écosystèmes, pas le seul bien sûr, mais reconnu dans la feuille de route de la région, de la feuille de route Pays de la Loire, hydrogène, enfin, la feuille de route hydrogène, pardon, Pays de la Loire. On aurait pu en citer d'autres, des écosystèmes, Mobico par exemple, ou encore on a Kéros qui n'est pas présent sur cette carte, ou bien même AIM. Jacques, je te laisse compléter. Oui, merci. Merci Arnaud. Donc, je me présente rapidement, Jacques Perret. Je travaille chez Non Energy Solutions France. Donc, je suis basé à Saint-Nazaire, le siège de l'entreprise, et donc je suis business développeur. Donc effectivement, le projet H2 Loire-Vallée, c'est d'abord un collectif d'acteurs du territoire, donc, qui regroupe un certain nombre de partenaires, à commencer donc par le port, EDF et sa filiale hydrogène Dynamics, représentée par Arnaud ici présent. On a également un collectif d'entreprises via Neopolia, une entreprise du territoire à nouveau. Europe Technologies, qui est une entreprise de Nantes, qui travaille d'arrache-pied sur le développement de la mobilité, notamment fluvio-maritime. Donc, Man Energy Solutions, que je représente. On est également accompagné par des acteurs du territoire, avec la Chambre de commerce et d'industrie régionale, ainsi que la mission hydrogène, qui accompagne les projets d'hydrogène du territoire depuis maintenant un peu plus de 15 ans. Le projet est reconnu à divers niveaux, je dirais, dans le monde de l'hydrogène. À commencer au niveau régional, donc on est soutenu par la région Pays de la Loire. Un peu plus loin, sous quel mode. Donc, Arnaud l'a déjà mentionné, on est donc inscrit dans la feuille de route et on a également bénéficié de soutien financier pour lancer un certain nombre d'études nécessaires au déploiement du projet. On est également soutenu au niveau national par l'ADEME. Donc, on a été lauréat de l'appel à projet ADEME, j'y reviendrai un peu plus loin. Et puis, on est également soutenu au niveau européen. On a également été lauréat au niveau européen du projet H2PM. Enfin, pour terminer… Jacques, oui. Jacques, est-ce que c'est possible de rapprocher peut-être un peu le micro ou de parler un petit peu plus fort? On a des retours sur un son un petit peu faible. Ok, pardon. Pourtant, mon micro est
Il est Vraiment, proche. voilà, je ne peux pas le mettre beaucoup plus proche. Je vais parler Parlez fort, un tout petit peu plus fort. Merci, Jacques. Oui, bien sûr. Voilà, et donc on est également labellisé NC2, SDE2, Polymère Bretagne-Atlantique, ainsi que des Forca, et également fait par le projet SMILE. Donc, encore une fois, voilà, H2 Loire-Vallée, l'ADN de ce projet, c'est avant tout la multiplicité des usages. Donc, c'est de la mobilité, mais pas que de la mobilité routière, c'est également de la mobilité fluviale, maritime, c'est également de la mobilité lourde, typique de ce qu'on peut rencontrer dans les ports, par exemple. Et donc, pour initier ces différents usages, différents consommateurs, on a lancé en 2019 des projets qui ont été financés en partie par la région, donc qui visent à déployer ces nouveaux usages. Donc, les petites images que vous voyez en dessous là, représentent un certain nombre de ces usages. Donc, à commencer par, si je vais de la gauche vers la droite, donc on a des solutions de transport compactes d'hydrogène sous forme comprimée qui vont permettre de produire l'hydrogène en un lieu un peu semi-centralisé et ensuite de distribuer vers des installations de distribution décentralisées. Donc, c'est le MC500 qui est représenté ici. On a des solutions donc, fluviales avec des petits groupes de bord qui sont embarqués à bord de petits navires de plaisance fluviaux. Des solutions un peu plus importantes de groupes électrogènes sur des bateaux maritimes, plus classiques, type routière, donc flotte de bus ou flotte de BOM, et puis également donc un marqueur également du projet, c'est encore une fois la mobilité typique du port, avec des engins portuaires, des chargeuses, des traînes, des choses qui manipulent des masses très lourdes qu'on rencontre dans les ports. Et donc le deuxième volet du projet, c'est évidemment de susciter ces usages et de les accompagner. Donc, on se tient prêt, évidemment, à accompagner les collectivités, les industriels du territoire qui souhaitent faire un premier pas dans ces usages. Il faut aujourd'hui une expertise à même d'accompagner des études de ces usages. Pour terminer rapidement, un petit focus sur la feuille de route du projet. Donc, si je regarde un petit peu dans le passé, c'est un projet qui a démarré plutôt en 2019. L'été dernier, on a pu créer la société de projet, la SPV, qui va héberger donc, les actifs de production de l'hydrogène. Donc Arnaud l'a mentionné, le projet a pu être inscrit dans la feuille de route d'hydrogène Pays de la Loire. Donc, on est bien fléché au niveau de la région. Et puis, on a été également sélectionné dans le programme d'accélération interrégion. Un gros jalon fin d'année dernière, en décembre, on a pu déposer un dossier dans l'appel à projet ADEME écosystèmes territoriaux. Et puis, en février, on a eu le grand plaisir de voir qu'on était lauréat de cet appel à projet. Tout comme l'appel à projet self-landing au niveau européen. Petit problème technique. Voilà, un truc qui est apparu sur mon écran, je ne sais pas si vous le voyez également. Voilà. Il y a un petit bruit, Jacques, je ne sais pas si c'est gérable. Peut-être quelqu'un qui appelle un vibreur. J'ai coupé l'appel. D'accord. On peut reprendre, pas de problème. Le son est mauvais. Normalement, ça doit marcher. Mais... Vous m'entendez? Oui, ça coupe un peu, mais on entend, on suit. Ok. J'accélère parce que je vois que le temps file. Donc, les prochains jalons, je dirais, du projet, c'est septembre de cette année, dans laquelle on attend une décision de libération de la carène quant au
choix, une orientation éventuelle future flotte de bus vers l'hydrogène, ce qui serait évidemment un marqueur indispensable pour pouvoir lancer vraiment définitivement. Donc, si cette orientation est confirmée, ça veut dire que d'ici la fin de l'année, on peut faire une décision d'investissement dans l'électrolyseur. Et puis, une première fabrication en 2022, une mise en service de ces électrolyseurs en 2023. En parallèle, tout au long de l'année 2021 et encore en 2022 et depuis la suite, donc on poursuit évidemment le développement des équipages multiples, donc portuaires, fluviaux et maritimes, encore une fois. Donc on a un certain nombre de choses qui sont dans le tuyau, comme une première navette de tourisme fluvial, un rétrofit d'une chargeuse sur le port qui a été lancé également. Il y a on est en train de regarder si on peut investir dans un société de mine, dans un banc d'essai moteur à l'hydrogène. Puis on a un promo MC500, donc c'est un conteneur de transport de l'hydrogène qui va sortir d'ici cet été. Voilà, je pense avoir fait le tour de la présentation. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Et je vous remercie de votre attention et puis on reste à disposition internet pour répondre aux questions. Merci Jacques, merci Arnaud. Je vous propose de garder les questions pour les ateliers. Donc on a eu pas mal de questions qui sont dans le chat. On essaiera de faire une copie pour ne pas les perdre au passage dans les ateliers. Et donc, je vous propose de passer donc à l'intervention de Manitou et Life sur le sujet donc de zéro émission sur un chantier, la solution hydrogène. Bonjour, Régis Marzin, Manitou. Je ne sais pas si Christophe est là. Christophe est là. Je suis là, bonjour à tous. Enfin, bonsoir. Bonsoir Régis, bonsoir Christophe. C'est à vous pour une présentation. Vous avez 10 bonnes minutes et puis après on passera aux ateliers. Ok, moi je vais la partager. Si vous me permettez, hop. C'est bon, vous voyez? Ça s'affiche, effectivement. Doucement, doucement. Voilà. Alors là, on voit l'écran. Vous voyez? C'est ça, oui, exactement. Pourquoi faire? On va vous expliquer. On va commencer par se présenter. Du coup, je vais laisser la main dans un premier temps à Christophe qui va présenter live. Oui, bien sûr, ce qui n'empêche pas de te présenter quand même. Je me slide après. Ok. Et du coup, je veux bien prendre la main. Je t'avais envoyé quelques slides au cas où, mais celle avec les vidéos pèse beaucoup plus lourd. Donc, je vais diffuser depuis mon poste si ça ne vous gêne pas. Ok. Alors, comment je fais pour quitter? Logiquement, ça doit être ça. Super. Ça fonctionne? Super. Donc, moi, je suis Christophe Dubruck, je représente la société Live ce soir. Alors, tout d'abord, je tiens platement à m'excuser, je ne suis pas ingénieur moi-même. Voilà. Mais je suis très heureux de vous parler ce soir et de vous parler de ce que nous portons comme projet avec Manitou. Et en quelques mots, je vous présente Life. Donc, nous sommes une société nantaise, on est producteur et fournisseur d'hydrogène écologique. La particularité de notre positionnement, c'est que nous sommes ce qu'on appelle un pure player de l'hydrogène. Ça veut dire que la société s'est créée uniquement pour cela et nous ne faisons que cela. Et techniquement, notre outil de production est connecté directement aux énergies renouvelables. Donc, ça veut dire qu'on vient se connecter physiquement, soit à des parcs éoliens ou des centrales photovoltaïques, etc. Ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés techniques, vous imaginez. Mais c'est notre souhait pour fabriquer un hydrogène intrinsèquement écologique. Nous avons porté plusieurs projets qui ont été lauréats de l'ADEME, dont tout récemment un projet qui s'appelle Vigo, qui a été cité tout à l'heure déjà dans le cadre de l'ADEME et de France Relance,
Et nous sommes également labellisés Deep Tech sur des fonds d'investissement et également reconnus récemment comme entreprise innovatrice à travers la French Tech Green 20. Voilà, j'ai tout dit. Pour se situer en quelques données, quelques chiffres, nous avons été créés en 2017 par Mathieu Guéné, qui est au centre de l'écran ici, avec la chemise blanche. Et Mathieu était anciennement directeur de recherche au CEA. Notre objectif, c'est de créer, bien sûr, des sociétés de production d'hydrogène, mais c'est surtout d'effacer de nos émissions des millions de tonnes de CO2. Et pour cela, voilà, on s'attelle à produire l'hydrogène le plus propre possible. On est actuellement une cinquantaine de personnes, experts de l'hydrogène, un tiers d'équipe commerciale et 2 tiers d'équipe ingénierie et support. Une équipe passionnée, bien sûr, et nous avons déjà 40 projets d'installation de sites de production d'hydrogène à travers la France et l'Europe. Alors ici, une vision de, j'espère que la vidéo passe bien, de comment fonctionne notre procédé de fabrication. Donc nous sommes, encore une fois, connectés directement aux énergies renouvelables. Donc, ici, c'est de l'éolien, mais ça peut être d'autres sources. On peut travailler avec du photovoltaïque, avec des unités de valorisation énergétique de déchets. On peut travailler avec de l'hydroélectricité. Oh, excusez-moi. Mauvaise manip. Donc, on peut travailler avec plusieurs sources d'électricité. On a bien sûr besoin d'eau. Donc, la plupart du temps, on va regarder sur l'ensemble de nos projets le fait de travailler avec de l'eau qui ne soit pas de l'eau potable. Donc là, en l'occurrence, sur notre premier site qui sera en exploitation en Vendée dès cet été, ce sera de l'eau de mer. Et donc, on va travailler avec le procédé d'électrolyse de l'eau. Donc, on vient séparer les deux molécules H2 et O2 avec l'oxygène qui est rejeté à l'atmosphère pour l'instant, et puis l'hydrogène qui lui est bien sûr capté, purifié, séché et stocké dans des unités mobiles, un petit peu comme le présentait tout à l'heure nos confrères d'EDF. Donc, ce sont des containers dans lesquels on va transporter l'hydrogène compressé à 350 bars sur le site de nos clients, que ce soit des stations-service ou des industriels de l'écosystème. Donc, le fait de se positionner sur ce type de dimensionnement nous permet de faire de l'hydrogène intrinsèquement renouvelable, c'est-à-dire que l'électron vert n'est pas traçable, donc ça veut dire que les garanties d'origine, ça ne nous suffit pas. On va chercher l'électron vert directement à la source et en direct producteur, un petit peu, comme on pourrait dire dans l'alimentaire, et ça nous permet d'avoir une vraie traçabilité de l'électron qui rentre dans notre process. Et enfin, le fait de semi-centraliser ces sites de production permet de massifier les quantités d'hydrogène produites au même endroit et donc de faire des économies d'échelle qui sont bénéfiques sur le prix de vente d'hydrogène à la pompe. Et ces écosystèmes, comme vous le voyez là, le but du jeu, c'est de les déployer partout en France et en Europe pour avoir un vrai maillage du territoire et fournir nos clients en hydrogène écologique. Et donc, de la vue 3D à la vue réelle, là, vous avez un survol qui date de début mai de notre site de production qui est situé à Bouin. Donc, c'est le premier site, une longue série, on l'espère. Cet écosystème-là a été lauréat de l'ADEME en 2019. Et donc, il est en déploiement cet été pour servir ses premiers clients en Vendée, en Pays de Loire, à l'horizon septembre 2021. Et donc, vous voyez, il est raccordé à un parc éolien qui est à directe proximité, physiquement, au moyen d'un câble, pour être alimenté en électrons verts. Et vous avez pu deviner l'océan Atlantique à quelques dizaines de mètres, puisqu'on est tout à côté du port du Bec, pour ceux qui connaissent, juste avant le passage du Goua, pour aller à Noirmoutier. Donc, on est sur une phase de déploiement de sites de production onshore qui va nous animer sur, on va dire, les décennies jusqu'à 2030, et puis au-delà, avec ce type de montage. Et on se projette déjà sur des sites de production offshore, avec un premier démonstrateur qui sera en mer au large du Croisic en 2022. Donc, ce sera un électrolyseur qui sera sur une plateforme flottante et connectée à une éolienne qui est elle-même flottante dans ces eaux-là. Et l'idée, c'est qu'à terme, on puisse produire massivement de l'hydrogène sur des parcs éoliens de très grande envergure, à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes, pour produire de l'hydrogène, encore une fois, écologique et en très grande quantité, donc à coût compétitif. Voilà. Et donc, vous voyez ici quelques articles qui parlent de nous. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou directement sur notre site internet
Vous y trouverez de nombreuses informations et aussi des offres d'emploi. Merci Voilà, Régis, Christophe. je te redonne la main Merci. pour parler de notre beau projet de chantier propre. Allez, je vais du coup essayer de récupérer la main. Ouais, alors moi, je l'ai coupé, logiquement. Ah, ça y est, je pense que ça a marché. Ça ne marche pas. Alors, ça remarche? C'est en cours. C'est bon. Avant de présenter Manitou, on est trois dans cette aventure et notre collègue Valérie Ferber de Charrier TP n'a pas pu se joindre à nous. Donc, on va le suppléer. Donc, Charrier, c'est une entreprise de travaux publics régionale. Vous voyez, 178 millions de chiffre d'affaires, 1450 employés. Ils sont très dynamiques. Vous verrez, faites attention. Quand vous voyez un chantier, vous levez la tête, vous verrez, il y a beaucoup de chantiers Charrier TP dans le coin. Et il y en a un en particulier au port de la Turballe, sur lequel Charrier et Life en particulier, et nous, dans un premier temps, on va se mettre en observateur, vont tester des solutions hydrogène vert et puis utilisation sur des chantiers. Et nous, dans une deuxième phase avec Manitou, on viendra consolider savoir-faire. Donc 52 sites, 15 agences. On reviendra tout à l'heure rapidement sur l'intérêt de Charrier sur l'hydrogène, mais comme beaucoup d'utilisateurs, en fait, c'est la baisse de l'empreinte carbone de l'entreprise qui est important. Et ça fait partie des convictions de Charrier de venir réduire son empreinte carbone et ses émissions de gaz à effet de serre. Manitou, voilà, je serai un peu plus à l'aise pour présenter cette partie-là. Manitou, fondé en 1958 par Marcel Brault. Donc, comme Charrier, on est une entreprise familiale, actionnariat familial, toujours aujourd'hui. Une grosse implication sur nos marchés et puis une forte valeur ajoutée technique et technologique qui nous pousse à aller regarder de façon aiguisée du côté de l'hydrogène. Avec voilà, l'année dernière 1,6 milliard de chiffre d'affaires. On était un peu en retrait, on était à 2 milliards, un peu plus de 2 milliards il y a 2 ans, mais le Covid nous a fait mal. Presque 78% du CA à l'international. Voilà, entreprise familiale, comme je l'ai dit. On est basé à Ancenis. On a beaucoup de sites dans les pays de la Loire, Candé, 2 sites à Beaupro, et puis en Bretagne, à La Haye, et on a aussi des sites à l'international. 4400 salariés, 9 sites de production, 1050 concessionnaires et plus de 400 modèles un peu dans tous les secteurs. Voilà, Monsieur Brault, que vous avez vu ici, il est là sur le chariot. C'est lui qui a inventé le premier Manitou. Emma, il est toujours président d'honneur et fondateur de Manitou. Et il est toujours présent dans nos murs régulièrement pour venir discuter de marché, de construction, d'agriculture et de machines surtout. Et aujourd'hui, c'est sa sœur qui est présidente du conseil d'administration, Madame Jacqueline Wilsworth. Les types de produits, nous on fait de la manutention, élévation de personnes, des équipements plus compacts qu'on dit earth moving, donc de terrassement, et puis aussi des chariots industriels. Bon. Le cœur de nos gammes, c'est quand même la manutention tout terrain, sur lequel on est leader mondiaux et européens. Nos implantations dans le monde, essentiellement en Europe. Donc, vous voyez, 4400 talents et on en attend plus, on en attend en développement et nous, on est persuadés que dans le futur, dans l'hydrogène, ça va être un secteur très porteur pour tout ce qui est activité et du coup, tout ce qui est emploi sur nos secteurs. Je vois qu'on est déjà en retard, je ne vais pas passer la vidéo. Elle est disponible sur… Je vais essayer de la passer.
Elle est disponible sur Internet. Voilà. Qu'est-ce que nous, on veut expérimenter avec Life et Charrier? C'est de dire comment on ferait si demain on avait un chantier de construction ou un chantier de travaux publics qui serait zéro carbone, c'est-à-dire sans aucune émission de carbone. Et d'un point de vue machinisme, c'est essentiellement sans moteur thermique, c'est-à-dire sans gasoil. Et on veut lutter. Et pour faire ça, donc, je vais revenir sur les solutions. Et pourquoi on veut réduire les émissions de carbone? Vous le savez tous, hein, c'est la limitation des émissions des gaz à effet de serre et c'est le réchauffement climatique. Mais nous, on a d'autres enjeux sur les chantiers, hein, c'est tout ce qui est particules et santé locale des gens qui peuvent travailler autour des machines, même si les normes moteurs baissent les niveaux d'émissions de particules, c'est pas encore zéro. Et puis le bruit sur les chantiers qui est omniprésent et qu'on voudrait faire diminuer, et sur les chantiers en ville principalement. C'est là que c'est important. Mais aujourd'hui, ce qui nous contraint d'un point de vue légal et d'un point de vue motivation, c'est quand même lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi limiter les gaz à effet de serre? Regardez, alors ça, ce sont des documents que nous ont fait parvenir nos collègues de Charrier. Le BTP, vous voyez, c'est significatif dans les gaz à effet de serre en France en 2019. Mais eux, quand ils regardent, quand ils font leur bilan carbone, ils voient que presque 70% de leur gaz à effet de serre proviennent de machines thermiques, donc des engins de chantier. Donc 19 000 tonnes. Et là-dedans, vous avez des Manitou. Donc nous, d'un point de vue Manitou, on a le même type de préoccupation qui nous est demandé par notre conviction interne qui veut qu'on limite la carbonation des machines, mais aussi par nos marchés. Qu'est-ce qui peut être considéré aujourd'hui comme du zéro émission? En fait, à notre sens, il n'y a que deux sources d'énergie sur les machines qui peuvent faire du zéro émission sur un chantier. C'est l'électrique et l'hydrogène. Et bien sûr, alors ça, je vais vous parler de pollution et d'émissions locales. Et si on veut être vertueux sur toute la chaîne, comme vous l'a présenté Christophe tout à l'heure, c'est de l'hydrogène vert. Donc nous, on milite pour un futur basé sur de l'électricité verte et de l'hydrogène vert qu'on pourrait utiliser dans nos machines. Très rapidement, des points de vue d'architecture, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, là, on est dans du low emission. Donc, quand on vous parle d'hybride, donc c'est ce qu'on voit beaucoup en automobile, d'hybride, on a toujours un moteur thermique dedans. Et nous, on veut dire non à ça. On voit que c'est des solutions qui réduisent les gaz à effet de serre. Pour nous, c'est peut-être des passages obligés parce qu'on n'a pas les réponses immédiates. Donc, on va électrifier nos machines de construction et on va aussi, on veut proposer à long terme des machines qui fonctionneront à l'hydrogène. La base de ça, c'est d'avoir une transmission électrique sur les machines. Donc ça, c'est des points très importants quand on parle à des ingénieurs. C'est qu'on est en train de faire une révolution au niveau des études des machines, mais aussi au niveau industriel. C'est que quand aujourd'hui on monte des machines avec des moteurs thermiques et puis des transmissions, et demain on montera des machines avec des moteurs électriques, des batteries et toute une régulation électrique et électronique qui fait que nos métiers de la conception du machinisme vont fortement évoluer. Bon, je suis en retard, je vais passer rapidement sur ce slide. Ce slide veut dire quand même, on n'a pas fait grand-chose de mieux en termes de densité énergétique que le gasoil. Donc, on est en train de se battre pour aller chercher de l'autonomie et on a encore beaucoup de travail à faire pour optimiser et rendre vertueux nos systèmes mécaniques et les rendre avec des rendements de plus en plus efficaces pour qu'on puisse avoir des solutions très autonomes, que ce soit des solutions électriques ou des solutions hydrogène. Électrique, nous, on les considère sur des machines avec peu de besoin de puissance et des duty cycles peu engagés. Et en fait, il y a toute une zone avec des machines demandant de la forte puissance et des duty cycles engagés sur lesquels il nous faut absolument trouver des solutions qui ne nécessitent pas 6 heures, 7 heures, 8 heures, 12 heures de chargement. Parce qu'une excavatrice ou une rotative, on ne peut pas les immobiliser. Des fois, elles tournent en 2/8.
Des fois, si vous avez plus de batterie, si vous êtes à plat à 14 heures, ben, vous ne pouvez pas vous dire j'arrête de travailler, il faut que le chantier continue. Donc, les solutions aujourd'hui en zéro émission sur ce type de composants ne nous semblent que possibles en hydrogène. Notre projet, je ne sais pas, Christophe, tu veux Le projet, oui. Je profite aussi pour peut-être répondre à plusieurs questions qui ont été posées entre le rendement et la complémentarité entre les batteries et les piles à combustible. Christophe, n'oubliez pas que vous aurez le temps pour l'atelier. Hein. Oui, il y aura l'atelier après, c'est vrai. Il faut garder un petit peu de questions pour l'atelier. Hein, Bien. Donc, c'était juste pour dire qu'en effet, il y a bien une complémentarité entre les deux technologies. Et que même si le rendement, les chiffres sont têtus et moins bons sur la filière hydrogène, il y a des contraintes d'utilisation réelles qui font que la batterie ne peut pas aller sur ce terrain-là. Donc les deux sont bien complémentaires. Sur le projet des chantiers, la principale préoccupation que nous avons, c'est d'abord d'avoir des véhicules qui soient compatibles avec ces environnements-là. Donc il y a une première expérimentation qui est en cours de déploiement sur un chantier à la Turballe sur du transport de blocs de béton. Et donc, un premier tracteur va être converti, un tracteur agricole, tel qu'on peut le voir sur l'écran, va être converti avec une pile à combustible et des réservoirs d'hydrogène à moteur électrique. Et toute la difficulté pour nous autres énergéticiens et pour gérer la chaîne d'approvisionnement, c'est que le véhicule ne peut pas aller sur une station-service faire le plein. C'est un véhicule qui travaille sur un chantier, donc il a besoin d'avoir une solution d'avitaillement sur chantier. Donc c'est en ce sens que le projet voit le jour, parce qu'il y a tout autant des déploiements de véhicules, des contraintes environnementales bien sûr, mais aussi des vraies questions sur la capacité à déployer des solutions d'avitaillement qui soient fiables et adaptées à l'environnement chantier et surtout mobile. À la fin des fins, ce n'est pas encore possible tout de suite, mais l'idée, c'est que ça le soit au terme de nos travaux. Voilà. Donc, il y a cette première phase d'expérimentation qui a lieu sur le chantier de la Turballe. Et ce qu'on vise, c'est que fin 2022, on puisse faire une phase d'expérimentation où là, on aura des machines Manitou qu'on n'a pas aujourd'hui à la Turballe, qui nous permettront de valider tout ce cycle de production, distribution, utilisation sur un chantier. Et une fois qu'on a rentré l'hydrogène sur un chantier, j'ai la conviction profonde que c'est une solution qui va se répandre assez facilement sur les engins de TP ou les engins de construction. On peut donner un petit chiffre qui aurait été rappelé par les gens de nos amis de chez Charrier s'ils étaient là. Un engin de chantier lourd, une pelle à chenilles ou des énormes tombereaux, des choses comme ça, ça peut consommer jusqu'à 80 ou 100 litres par heure de gasoil. Et donc, dans les cibles de réduction de gaz à effet de serre que Charrier s'impose, c'est évident qu'ils peuvent agir sur les quelques véhicules de service qu'ils vont avoir, mais la majorité des émissions de gaz à effet de serre sont causées par les engins de chantier. Donc, il y a un vrai challenge pour trouver des solutions sur ce terrain-là. Eh bien, merci Christophe, merci Régis. On aura l'occasion de compléter ces éléments dans le cadre des ateliers. Alors, on arrive sur la fin. Je ne sais pas s'il y avait encore quelques questions. Peut-être que on peut se donner aussi la possibilité de poursuivre le débat, peut-être lors de futurs webinaires ou sur plusieurs salons. Est-ce qu'en conclusion, vous pouvez nous donner un peu votre actualité et à quelle occasion vous serez présent? Alors, Christophe, est-ce que vous pouvez nous dire sur Live en vraiment 30 secondes et les prochains événements que vous aurez en Pays de la Loire, dans l'Ouest? Dans l'Ouest, le prochain événement, ce sera l'inauguration publique de notre site vendéen de Bouin, qui devrait intervenir fin septembre, qui sera une première européenne. C'est ce que je disais tout à l'heure en aparté dans le groupe de travail. C'est la première fois qu'on connecte un électrolyseur de taille industrielle à un parc éolien sans passer par le réseau. Donc, on sera très heureux de montrer cet outil et il sera destiné à être une vitrine du savoir-faire de Life. Donc, on sera très heureux d'accueillir soit des étudiants ou des écoles pour venir voir cette installation en Vendée. D'accord, merci. Régis, peut-être? Sur le chantier de la Turballe, il y a une… Est-ce que Régis est encore avec nous? Ah, Régis, ton micro est coupé.
Ouais, donc on va nos partenaires de Charrier et de Life du coup vont commencer le chantier de la Turballe avec leur solution hydrogène en début septembre ou octobre. Donc ce chantier-là, si vous voyez un tracteur John Deere passer avec H2 sur le Des côté, réservoirs c'est d'hydrogène, c'est réservoir celui-là. d'hydrogène, et ben c'est lui qui est en train de transporter les blocs. Donc ce sera normalement opérationnel en septembre-octobre Ouais, l'année septembre. prochaine, cette année, pardon. Mm. Et nous, on fabrique nos prototypes de démonstration en début 2022 pour début des essais. Donc nous, c'est les gros marqueurs là qui sur l'année prochaine pour l'activité Manitou. Super. Merci Régis, merci Christophe. Stéphane, Paul, H2X Écosystème, un petit mot sur l'actualité? Là, on va rester un peu secret. Là. Nous, on a des choses à annoncer, donc on va les garder pour plus tard. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une date à peu près? Ça sera quand? Avant l'été? Le 1er juillet, ouais, il y a une signature. Et puis après, il y a d'autres événements en fait, qui vont avoir lieu au fur et à mesure dans l'année. Voilà, entre des sorties de produits, de nouveaux produits, des événements, et ainsi de suite. Voilà. Super, alors on suivra ça de près. Merci Stéphane. Un dernier mot, Arnaud et Jacques, pour H2 Loire-Vallée, quelle actualité, quelques annonces? Oui, alors peut-être je vais parler en premier, puis je laisserai Jacques ensuite. Donc, côté H2 Loire-Vallée puis Dynamics, on a 2 électrolyseurs qui seront mis en service dès septembre. Donc un qui sera à côté de Paris, au Renardière, et puis un au Auxerre. Et puis moi, de mon côté, j'animerai un atelier sur l'hydrogène demain à Cholet, dans le cadre de Horace Energito. Donc, si certains sont présents, vous êtes bienvenus. Et je laisse la parole à Jacques. Merci Arnaud. Côté My Energy Solutions, nous, la grosse actualité, c'est on vient de signer donc on a fait une croissance externe il y a 3 ans avec un fabricant d'électrolyseurs PEM qui s'appelle H2X Systems, dans lequel on a pris 40% des parts et tout à fait dernièrement, les semaines qui viennent de passer, on vient de passer à 100% du capital. Donc c'est une société qui est maintenant intégrée au groupe. Donc on est en mesure de proposer des électrolyseurs PEM à nos clients. Donc, on a hâte de mettre le premier en service en France. On en a déjà un certain nombre qui tournent en Allemagne. On a hâte de pouvoir signer un premier projet en France pour mettre RPM. Super. Bien, merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Donc, je vais remercier les intervenants. Donc, Émeline Drouet de GRT Gaz, Arnaud et Jacques, donc respectivement d'EDF et MAN ES, Stéphane d'H2X Écosystème et Régis et Christophe donc de Manitou et Life. Merci à tous d'être intervenus pour ce webinaire. Je remercie également Célia Geffard qui a beaucoup contribué à l'organisation de cet événement. Merci Célia. De rien, c'est un plaisir. On se retrouve sur les soirées Entreprendre et travailler dans l'Ouest avec Échange et Réseau et les autres acteurs. Oui, puis, plein d'événements. Et puis Stéphane aussi, Stéphane Aubé qui était à la technique et que je remercie avec toute l'équipe d'IESF qui a aidé à l'organisation de ce webinaire. Donc je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci à tous pour votre participation et restez connectés à IESF et aux acteurs. J'en profite pour vous dire, si vous souhaitez nous rejoindre dans IESF Pays de la Loire et contribuer à monter des événements, même si vous n'êtes pas ingénieur, mais si vous souhaitez, Christophe, si vous souhaitez contribuer sur des sujets technologie, société et de territoire, n'hésitez pas à venir à nos événements ou à nous rejoindre pour en organiser d'autres, des webinaires, sûrement du présentiel et puis probablement d'autres actions qui sont en cours de réflexion. Merci à tous et puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à tous. Bonsoir. Merci.